contactez-nous sur WhatsApp au 77 702 83 85. Je reprends. Au 77 702 83 85. Le remerciement technique, j'appelle Henri Simon Diouf, master de génétique de population. J'appelle Ibrahima Diakoumpa, master de géologie. J'appelle Sir Ahmed Tidiane Fall, master de géologie. J'appelle Baba Maïdi Diallo, master de anthropologie. Et j'appelle Aliou Kane, master de génétique de population. Merci. Pendant que les équipes s'installent, Julie est en train de s'apprêter. Merci beaucoup d'encourager vos équipes, mesdames et messieurs. Le thème sur lequel, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, chers supporters, ils vont débattre sur le thème suivant: diaspora et économie sénégalaise. 10 minutes, ça se joue maintenant. Mesdames, messieurs, nous sommes des scientifiques. En deux termes, la science a deux soubassements: la rigueur et la précision. Ce soir, nous employons ces deux notions pour circonscrire d'abord notre débat. Mesdames, messieurs, la question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une question épineuse. Pour le bon déroulement de ce débat, nous allons partir de l'infiniment grand et nous mouvoir de l'infiniment petit. En d'autres termes, mesdames et messieurs, nous allons partir du général au particulier. Mais d'abord, honorables membres du jury, très chers co-débatteurs, étudiants de l'IAM, étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, permettez-moi de vous dire bonsoir, mais aussi de vous rappeler le libellé de notre sujet qui est diaspora et économie sénégalaise, 2 points, enjeux et perspectives. Mesdames et messieurs, une information, on la traite, on la pèse, puis on la donne. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, d'une manière simple, si on se base sur l'étymologie du mot, diaspora signifie dispersion. Mais en 1980, les géographes ont recours à la notion de diaspora pour désigner les communautés migrantes en interaction entre elles, mais aussi entre elles et le pays d'origine. Mesdames et messieurs, par cela nous sous-entendons que la notion de diaspora sénégalaise, évidemment, se distingue par des communautés sénégalais vivant ou installés en Europe, en Amérique, au Canada, aux États-Unis, mais aussi dans les pays de la sous-région. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que cette définition met ainsi l'accent sur la territorialité particulière qui est cette forme d'organisation sociale qui est la diaspora. Mesdames, messieurs, après vous avoir parlé de la notion de diaspora, il devient opportun de vous parler des impacts que la diaspora a dans l'économie sénégalaise. Et enfin, nous allons dégager les perspectives sur le long terme pour on pourrait implémenter à l'égard de cette accointance qui existe, qui lie diaspora et économie sénégalaise. Mais avant tout, parlons des impacts. Mesdames et messieurs, vous rappelez le ministre de l'Intérieur, M. Abdoulaye Daouda Diallo, lors de son projet qu'il a essayé de défendre, c'est-à-dire les 15 députés de la diaspora. Qu'est-ce qu'on y retient? M. Diallo nous informe que les Sénégalais de l'extérieur, le nombre s'élève entre 2,5 millions et 3 millions. Wow! Quel est ce nombre qui est si colossal? Mesdames et messieurs, ce nombre aussi colossal devrait avoir un impact bien évidemment sur l'économie. Et sur ce, j'inviterai M. Cheikh Tidiane pour venir nous élucider les points ici définis. Merci Hans de nous avoir si élucidement sur le mot diaspora. Maintenant, nous allons parler sur l'intérêt de la diaspora sénégalaise. Quand on parle de la diaspora sénégalaise, avec ce nombre colossal de la diaspora sénégalaise, sachez que la diaspora sénégalaise a toujours été considérée comme une ressource cruciale au développement de notre pays.
De ce fait, selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, adjointé avec l'Organisation internationale pour la migration, le rapport nous dit que la diaspora contribue à une hauteur de 930 milliards de francs CFA. Je dis bien, soit une somme qui fait 12% de notre PIB national. Mais cette somme que vous voyez est supérieure à l'aide au développement international. Donc quel est le problème? Pourquoi notre diaspora, la somme qu'elle envoie, n'impacte pas dans notre économie? C'est lié à un faible investissement de cette somme. De ce fait, il est très important aussi de retenir que cette somme-là est à usage dans la consommation courante, c'est-à-dire il pallie aux besoins familiaux destinés à ces ménages origine de cette diaspora sénégalaise. Mais il faut retenir toutefois l'existence d'une diaspora qualifiée de diaspora économique. Cette diaspora économique, on peut distinguer des cadres dirigeants, des investisseurs, des financiers, des entrepreneurs, des scientifiques, mais aussi des relayeurs d'opinion qui tissent des liens entre le Sénégal et leur pays de résidence. Cet lien va contribuer à un apport considérable dans notre économie, mais qui pourrait être amplifié par la structuration d'une stratégie et des outils de finance sur les affaires, que ce soit sur les cadres des affaires et de l'investissement. Mais aussi, il y a d'autres thèmes qu'on peut aborder sur, par exemple, M. Papa va nous élucider sur d'autres thèmes sur l'enjeu de la diaspora sur notre économie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. Mis à part ces investissements et ces choses dont ils nous ont parlé, il y a également les domaines de compétences. Mesdames et messieurs, vous savez que dans la diaspora, énormément de Sénégalais y sont et ont acquis beaucoup de compétences. Et très certainement, mais très cher, vous devez connaître certainement le ministre Amadou Hott. Il a fait en effet ses études universitaires, en tout cas une bonne partie, à l'université de New York. Et aujourd'hui, il est à la tête de notre ministère. Et vous conviendrez avec moi que malgré le contexte compliqué de Covid-19, notre Sénégal a su tenir. Et lui, il est issu de la diaspora. Il a acquis beaucoup de compétences dans cette diaspora. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi également que charité bien ordonnée commence par soi-même. Prenons encore le professeur Souleymane Boub de l'IRASEF, un vaillant scientifique qui a également fait une bonne partie de ses études à l'extérieur. Vous savez, dans un pays, on ne peut pas se développer sans la science. Se développer sans la science, c'est comme attendre qu'un bateau atterrisse à l'aéroport. Ça n'arrivera jamais, mesdames et messieurs. Vous savez, ces compétences que les gens ont acquises dans la diaspora servent beaucoup. Peut-être eux, ils peuvent nous parler de chiffres, mais ils vont oublier que c'est l'homme qui est la ressource principale pour parler d'études dans une économie. Mais également, il y a d'autres aspects, à savoir l'agriculture. Dans la diaspora, énormément de Sénégalais s'investissent maintenant dans cette agriculture. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas l'agriculture avec nos grands-parents, mais une agriculture basée sur des compétences techniques. Et maintenant, on tend même à abandonner le terme agriculture pour celui d'agrobusiness. Cet agrobusiness étant l'aboutissement de la culture à la commercialisation en passant par la transformation des produits. Mais mes très chers, toute chose avec son lot de malheur et de désespoir. La fuite des cerveaux, vous connaissez tous, énormément de Sénégalais, aussi compétents qu'ils puissent être, ne font pas bénéficier leurs compétences à notre cher pays. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous rêvent d'aller en Europe. Mais s'il vous plaît, nous vous en conjurons, après votre passage et votre formation, revenez, car l'homme est la machine pour faire marcher l'économie. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, un débat qui n'est pas circoncis n'est pas un débat. Mesdames et messieurs, nous vous avons parlé de la notion de diaspora dans laquelle nous avons soulevé la notion de diaspora sénégalaise. Mis à part cela, mesdames et messieurs, nous avons parlé des facteurs de la diaspora qui influent sur l'économie sénégalaise. Mesdames et messieurs, après avoir eu nos très chers co-débatteurs, nous allons
vous dégagez les perspectives, mais vous saviez que vous parlez à des scientifiques en deux termes. Soyez bref, soyez concis, soyez précis. Merci. Merci bien. La parole à l'équipe adverse, justement, IAM. Vous avez la parole pour 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, charmant public. Heureusement pour nous que le modérateur a une voix si imposante. Une voix qui m'a extirpé des bras de Morphée. Car oui, je m'étais endormi, car bercé par leur présentation mélodique dépourvue de punch. Avant de recadrer le débat, mesdames et messieurs, permettez juste quelques minutes de les répondre. Monsieur Mbalo, ce n'est pas 2,5 millions. Lorsqu'il parlait, ce n'est pas par rapport au montant, mais par rapport au nombre de Sénégalais qui vivent à l'extérieur. Mais également de notre charmante dame, au lieu de 220 millions en 2017, c'est 2220 millions selon le rapport de ANSD et OIM. Mesdames et messieurs, charmant public, afin de recadrer le débat, nous suivions une logique bien définie. Tantôt, nous avons défini la notion de diaspora. Nous avons également parlé du lien qui existe entre cette diaspora et l'économie sénégalaise. Maintenant, c'est le moment de vous parler les perspectives. Monsieur Diakhoumpa, pouvez-vous nous dire quels sont les différents enjeux ou bien des perspectives de ces enjeux déjà énumérés? Honorables membres du jury, Auguste Assemblée, chers co-débatteurs, bonsoir. Avant de commencer d'abord, permettez-moi de citer à mes camarades étudiants une stabilité au sein du campus social. On en a besoin vraiment. Je commence par les perspectives que vous m'avez demandées. Tantôt, mes camarades ont parlé de cette somme aussi colossale qui entre, mais malheureusement qui n'a pas été bénéficiée formellement parce que c'est destiné plus aux ménages qu'à l'investissement. Ainsi, qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Autant de questions qu'on doit poser. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faciliter la tâche à cette diaspora de pouvoir s'investir. Et alors dans ce sens, M. Khan, je vous dis que l'État a mis en place ce qu'on appelle la direction générale des Sénégalais de l'extérieur, qui est rattachée au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui a pour mission quoi? De promouvoir l'économie, la sensibilisation, l'organisation, le suivi ainsi que la mobilisation de la diaspora sénégalaise. Merci beaucoup, M. Diakhoumpa. Au vu des innombrables plans et stratégies élaborées par l'État, qu'en est-il du plan Sénégal émergent sur cette chose-là dont nous débattons? Vous savez, comme dans tous les pays, notre pays aussi a son plan. Récemment mis le PSE, le plan Sénégal émergent. Et dans ce plan, qu'est-ce qu'on a mis pour la diaspora? Pourquoi, en termes de perspective, on a mis quoi? Ce qu'on appelle un guichet unique. Quel est ce rôle? Ce rôle, c'est quoi? Ça va servir de relais économique pour les investisseurs. Comme ça, leur somme sera bien cadrée et sera en sécurité pour s'investir dans le pays. Merci beaucoup, M. Diakhoumpa. Mais, compte tenu de l'expérience que les Sénégalais qui vivent ailleurs peuvent acquérir de leur pays hôte, comment le Sénégal pourrait faire afin de bénéficier de ses talents sur le plan économique? Là, on n'aurait jamais terminé sans répondre à cette question, mon très cher. Parce que Baba en a commencé en disant les domaines de compétences. Mais il faut savoir que avant de parler de ça, il faut quoi? Une cartographie, de connaître bien où se situe cette diaspora, cette compétence, dans quel pays, dans quelle région et où l'amener. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quoi? Restaurer la confiance. Mes gars, il faut qu'on restaure la confiance. De quoi? De faire profiter de cette compétence acquise à l'extérieur
du pays. Et là, l'État a mis en place ce qu'on appelle le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, qui servira à quoi? À aider, à quoi? À subventionner les projets de ces Sénégalais de la diaspora. Aussi appelé quoi? Avec le thème qui vient de passer, femmes et développement, il y a aussi le F, femmes, financement des femmes de la diaspora. Ça contribue bien sûr à l'économie en termes de perspective. Ça va faire ses effets, je ne vous le cache pas. Merci beaucoup, M. Diakhoumpa. Merci de nous avoir. Merci de nous avoir prodigué ces directives qui, lorsqu'on les applique à long terme, pourra servir à notre économie. Mais également, laissez-moi vous parler d'un exemple. Merci bien, le temps a été pris. Nos textes sont des toiles qui dévoilent une lumière aussi belle que les étoiles. Et si nous vous demandons de prêter attention, c'est pour vous laisser emporter par cette si belle présentation. Car par la puissance de nos mots, nous rassemblerons les cœurs pour les mettre en accord. Oui, mon cher, nous les mettrons en rapport avec l'apport de la diaspora qui apporte son effort et ce qui fait qu'ils ont battu le record. Ils ont battu le record parce que l'aide de la diaspora a largement dépassé l'aide au développement. En effet, selon la direction de la monnaie et du crédit, sur l'étude de transfert de fonds de migrants sénégalais, le transfert des Sénégalais est estimé en Italie à 28,8%, sur la France à 18,3%, sur l'Espagne à 13,4% et ceux du reste du monde à 39,5%. Ces chiffres démontrent avec exactitude que la diaspora est une force motrice dans l'économie sénégalaise. En sus, il est important de noter qu'au Sénégal, il y a 10 millions de personnes qui sont actives, mais seulement 400 000 sont salariés. Ce qui sous-entend qu'il y a 9 600 000 personnes qui sont en général gérées par la diaspora. Ce qui implique que la diaspora joue un rôle important dans l'économie sénégalaise. Son Excellence. Il est également important de dire qu'en période de crise, les migrants ont l'habitude de rapatrier leurs biens dans leur pays d'origine. Et ce, sans forcément passer par les banques, de peur que ces dernières ne tombent en faillite. La diaspora a également la possibilité de transférer ses connaissances, savoir-faire et bonnes pratiques. Prenons l'exemple de ces derniers, qui ont aidé à la création d'hôpitaux dans le nord du pays, son éminence. Il faut aussi noter la création des écoles, tel le lycée de Tirone, qui en est une parfaite illustration. Ce lycée qui a été financé à hauteur de 30% par la diaspora, et ce qui implique d'ailleurs que la diaspora joue un rôle important donc dans l'économie du Sénégal, mais également dans l'œuvre sociale. Son Excellence parle de COPI. COPI, Coopération Internationale, a lancé un appel à projet à la diaspora sénégalaise se trouvant en Italie, en ne finançant pas moins de 10 entreprises de ces migrants qui ont un réel impact sur le plan de l'économie des villes sénégalaises telles que Kaolack et Tambacounda. Parlons économie du savoir. Mesdames, Messieurs, aussi important soit le poids économique de la diaspora, aussi important soit le poids économique de ces gens qui vivent à l'extérieur. Il est important de ne pas laisser en rate l'économie du savoir. Cette transmission du savoir a permis à des pays tels que le Rwanda, tels que le Cap-Vert, la Corée du Sud, de s'adosser à la diaspora intelligente, intellectuelle, qui a de l'expérience et de l'expertise afin de se développer. Au Sénégal, on a la chance d'avoir des gens qui sont très expérimentés, qui ont de l'expérience et de l'expertise. Et c'est le cas de Rose Diouf, qui est malheureusement décédée récemment, et qui est la première scientifique à penser à l'intelligence artificielle. Nous avons aussi M. Makhtar Diop, qui est le directeur général de la Société financière internationale et qui gère tous les investissements des entreprises privées au niveau de la Banque mondiale. Ce pays de la Teranga a besoin de ces ressources afin de pouvoir se développer de manière efficiente et efficace. Son Excellence, éclairons la lanterne. Nous mettrons la lumière avec une idée aussi belle que la diaspora sénégalaise. Pourquoi ne pas créer une foire de la diaspora qui pourra réunir tous les migrants sénégalais du monde entier afin qu'ils puissent nous partager leurs connaissances, savoir-faire, stratégies, afin que cette économie du savoir
puisse nous servir, car le savoir crée de la richesse. Et aussi, cette foire est d'une importance capitale pour le Sénégal, car ça nous permet de créer une chaîne de distribution pour permettre l'écoulement des produits locaux à l'extérieur. Mais également, notre État doit mettre en place une politique et une stratégie afin de récupérer cette diaspora intelligente qui a de l'expérience et de l'expertise pour pouvoir contribuer à la construction de cette nation. Son Excellence. Mesdames et messieurs, nous espérons que vos cœurs sont heureux après cette belle présentation et seront désormais plus pointilleux par rapport à l'apport de ces gens si merveilleux qui ont un réel impact dans tous nos secteurs d'activité. Si ce discours était un fruit, l'écorce serait le bavardage, la chair, l'éloquence, le noyau du bon sens. Du bon sens vous ont été présentés par son éminence, M. Kumbandofen et son Excellence, M. Emmanuel Helmut Delgado. Pour vous servir et vous faire plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous continuons notre match. 3 minutes pour parler de Kéba Mbaye. Merci bien. La vie est une œuvre. Quand j'ai commencé à fouiller les pages de sa vie, je me suis dit, waouh, quel grand homme. Mesdames et messieurs, je vous souhaite gré de m'accorder votre plus grande attention pour vous parler d'un grand homme, Monsieur le juge Kéba Mbaye. Le juge Kéba Mbaye est né le 5 août 1924 à Kaolack, région de Fort Tradition. Monsieur Kéba fréquenta l'école normale William Ponty, où même il a été instituteur par la suite, et cela pendant plusieurs années. Soucieux et curieux des pavés qui encadrent la société, Monsieur Kéba s'est vu séduire par le droit. Monsieur Kéba, c'est de là qu'il est venu ici, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences juridiques et politiques, avant de s'envoler vers la France, où il a intégré l'École nationale de France d'outre-mer, où il s'est inséré dans la section magistrature dont il est breveté. Évidemment, cela lui a permis d'exercer le métier de juge en tant que magistrat français. Mesdames et messieurs, ce qui me fascine le plus chez cet homme, c'est dès que le Sénégal accéda à l'indépendance, M. Kéba opta de revenir pour la fonction publique de son pays. Et là, il devient le directeur de plusieurs cabinets ministériels et influença très fortement l'explosion législative que le Sénégal connaît depuis 1960. Mesdames et messieurs, en 1963, succédant Isaac Foster, M. Kéba est le président de la Cour suprême du Sénégal pendant 17 ans. Mesdames et messieurs, doté du grand sens du devoir, en d'autres termes, de la responsabilité, M. Kéba s'est vu être titulaire de plusieurs distinctions. Mesdames et messieurs, nous ne pourrions pas parler de M. Kéba en omettant ce fameux mot, l'éthique. L'éthique, qui est une notion inséparable de la condition humaine. L'éthique, qui a une importance exceptionnelle pour l'humanité. De par ce mot, M. Kéba nous informe que le travailleur doit travailler, que l'éducateur doit éduquer, que l'étudiant doit étudier, que le gouvernant doit gouverner, mais tout sous le contrôle de l'éthique, c'est-à-dire du bien. Mesdames, messieurs, monsieur invités, monsieur Kéba nous invite aussi à murmurer du fond de notre cœur ces deux paroles de l'hymne national. Sénégalais, debout, certainement. Debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard. Debout en se demandant à chaque fois qu'on est tenté de commettre un acte non éthique. Ce que serait la société si chacun faisait comme nous. Debout en se demandant ce que serait une société d'insouciants, de délateurs, de corrupteurs, d'égoïstes, d'indisciplinés. La liste est loin d'être exhaustive, mais la réponse en est une. Ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance intellectuelle et morale. Mesdames, messieurs, malheureusement, le Sénégal en 2007, pour être précis le 12 janvier, perda un grand homme. Mesdames et messieurs, M. Kéba. Merci beaucoup, charmant public. Heureusement pour nous que le modérateur a une voix si imposante. Une voix qui m'a extirpé des bras de Morphée. Car oui, je m'étais endormi, car bercé par leur présentation mélodique dépourvue de punch. Avant de recadrer le débat, mesdames et messieurs, permettez juste quelques minutes de les répondre. Monsieur Mbalo, ce n'est pas
2,5 millions. Lorsqu'il parlait, ce n'est pas par rapport au montant, mais par rapport au nombre de Sénégalais qui vivent à l'extérieur. Mais également de notre charmante dame, au lieu de 220 millions en 2017, c'est 2220 millions selon le rapport de ANSD et OIM. Mesdames et messieurs, charmant public, afin de recadrer le débat, nous suivions une logique bien définie. Tantôt, nous avons défini la notion de diaspora. Nous avons également parlé du lien qui existe entre cette diaspora et l'économie sénégalaise. Maintenant, c'est le moment de vous parler les perspectives. Monsieur Diakhoumpa, pouvez-vous nous dire quels sont les différents enjeux ou bien des perspectives de ces enjeux déjà énumérés? Honorables membres du jury, Auguste Assemblée, chers co-débatteurs, bonsoir. Avant de commencer d'abord, permettez-moi de citer à mes camarades étudiants une stabilité au sein du campus social. On en a besoin vraiment. Je commence par les perspectives que vous m'avez demandées. Tantôt, mes camarades ont parlé de cette somme aussi colossale qui entre, mais malheureusement qui n'a pas été bénéficiée formellement parce que c'est destiné plus aux ménages qu'à l'investissement. Ainsi, qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Autant de questions qu'on doit poser. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faciliter la tâche à cette diaspora de pouvoir s'investir. Et alors dans ce sens, M. Khan, je vous dis que l'État a mis en place ce qu'on appelle la direction générale des Sénégalais de l'extérieur, qui est rattachée au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui a pour mission quoi? De promouvoir l'économie, la sensibilisation, l'organisation, le suivi ainsi que la mobilisation de la diaspora sénégalaise. Merci beaucoup, M. Diakhoumpa. Au vu des innombrables plans et stratégies élaborées par l'État, qu'en est-il du plan Sénégal émergent sur cette chose-là dont nous débattons? Vous savez, comme dans tous les pays, notre pays aussi a son plan. Récemment mis le PSE, le plan Sénégal émergent. Et dans ce plan, qu'est-ce qu'on a mis pour la diaspora? Pourquoi, en termes de perspective, on a mis quoi? Ce qu'on appelle un guichet unique. Quel est ce rôle? Ce rôle, c'est quoi? Ça va servir de relais économique pour les investisseurs. Comme ça, leur somme sera bien cadrée et sera en sécurité pour s'investir dans le pays. Merci beaucoup, M. Diakhoumpa. Mais, compte tenu de l'expérience que les Sénégalais qui vivent ailleurs peuvent acquérir de leur pays hôte, comment le Sénégal pourrait faire afin de bénéficier de ses talents sur le plan économique? Là, on n'aurait jamais terminé sans répondre à cette question, mon très cher. Parce que Baba en a commencé en disant les domaines de compétences. Mais il faut savoir que avant de parler de ça, il faut quoi? Une cartographie, de connaître bien où se situe cette diaspora, cette compétence, dans quel pays, dans quelle région et où l'amener. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quoi? Restaurer la confiance. Mes gars, il faut qu'on restaure la confiance. De quoi? De faire profiter de cette compétence acquise à l'extérieur du pays. Et là, l'État a mis en place ce qu'on appelle le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, qui servira à quoi? À aider, à quoi? À subventionner les projets de ces Sénégalais de la diaspora. Aussi appelé quoi? Avec le thème qui vient de passer, femmes et développement, il y a aussi le F, femmes, financement des femmes de la diaspora. Ça contribue bien sûr à l'économie en termes de perspective. Ça va faire ses effets, je ne vous le cache pas. Merci beaucoup, M. Diakhoumpa. Merci de nous avoir. Merci de nous avoir prodigué ces directives qui, lorsqu'on les applique à long terme, pourra servir à notre économie. Mais également, laissez-moi vous parler d'un exemple. Merci bien, le temps a été pris. Et des Sénégalais de l'extérieur. J'étais le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Vous avez la parole. Et des Sénégalais de l'extérieur. 3 minutes, monsieur.
Mes très chers compatriotes, je voudrais aujourd'hui vous dire bonsoir. Dans le cadre de la nouvelle façon de faire les choses, le gouvernement du Sénégal a adopté une nouvelle méthode de proximité pour parler aux Sénégalais. En ma qualité de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, je voudrais vous dire que nous allons apporter une aide à ces Sénégalais qui sont à l'extérieur. Car oui, vous savez que la Covid-19 a beaucoup impacté. Et dans beaucoup de pays, on parle de deuxième ou de troisième vague. Et par conséquent, nous allons mettre en place un autre fonds de 200 milliards à notre chère diaspora, car ils participent énormément dans notre économie et nous ne pouvons pas les regarder souffrir. Vous savez, ils ont un apport considérable. Mais également, vous savez que dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons ces gens qui prennent les pirogues pour l'immigration clandestine. C'est aussi une abomination. Ces pertes humaines, il faudra qu'on en parle, mes très chers. L'État va mettre en place, va surveiller les côtes afin que ces gens qui prennent ces pirogues avec les forces de l'ordre et les gardes-côtes pourront surveiller afin qu'il n'y ait plus d'immigration clandestine. Mais également, une nouvelle qui va peut-être plaire aux hommes. Mesdames, messieurs, vous savez que dans beaucoup de pays, il y a la liberté de culte qui est occultée. Dans beaucoup de pays de la diaspora, on interdit la polygamie. Et nous allons mener un combat pour que, si eux, ils peuvent pratiquer leur religion comme il se doit, les Sénégalais aussi pratiquent leur religion comme il se doit. L'État doit être fort. Un État doit être fort et nous allons incarner cette force. Je me rappelle d'ailleurs de cette citation. Quand l'État est fort, il nous écrase. Et quand il est faible, nous périssons. Et nous allons établir un État fort. Mesdames, messieurs, beaucoup de Sénégalais aussi vivent dans l'irrégularité à l'extérieur. Un manque de papier. Et nous allons mettre en place un comité plutôt, je dirais, un comité qui va se charger de cela, leur trouver une place dans ces pays. Car quand on est dans un pays et qu'on est sans papier, il y a énormément de difficultés que l'on peut rencontrer. Monsieur le Président de la République m'a chargé de dire à ces Sénégalais qu'ils seront dans la régularité afin d'exercer leur métier comme il se doit. Mesdames et messieurs, nous allons terminer par ce point. Également, vous savez que beaucoup de Sénégalais sont tués à l'extérieur. Et vraiment, surtout dans certains pays que je me tairais de dire. Mais nous allons mettre en place aussi, nous allons négocier avec ces États-là pour que ces Sénégalais qui sont tués... Dans de paroles épuisées, venus nombreux. Et d'ailleurs, Monsieur Papa Sambadou. Appréciation. Merci Monsieur Cassé pour la belle animation également. Merci aux différentes équipes qui ont livré de très belles prestations, il faudrait le dire. Mais comme vous le savez, la perfection n'est pas de ce monde. C'est pourquoi nous ne pouvons nous empêcher de formuler quelques observations dans le but tout simplement de vous aider à parfaire votre prise de parole en public. Pour les deux matchs, j'ai noté sur la forme, ou du moins dans la forme, que beaucoup d'orateurs n'ont pas porté leur discours en tant que tel. Ce qui a trahi également la gestuelle. La gestuelle n'était pas maîtrisée. Pour le premier match, par exemple, on a remarqué que beaucoup, même s'ils ont parlé de chant, ils ont pensé peut-être qu'ils étaient des chaperons qui se promenaient dans les champs. Et donc il faudrait faire attention à la gestuelle qui doit également être maîtrisée. C'est important de le souligner. Et j'ai remarqué que même si dans les différentes équipes il y a de brillantes individualités, il y a eu un manque de synchronisation, sinon de synergie. D'aucuns sont venus délimiter le sujet d'une autre manière, les autres sont venus contredire d'une manière ou d'une autre tout ce qui a été dit. Et dans le premier match, cela s'est vraiment fait ressentir. Donc il faudrait essayer de travailler sur tout cela. Ensuite, la respiration, le doyen Papaye n'est pas là pour en parler. J'ai vu qu'il y avait un sérieux problème avec la respiration, et ce qui a fait transparaître une pression dans la prise de parole et notamment dans l'intonation des différents orateurs. Il faudrait retravailler cela. Toujours sur la forme, je ne reviendrai pas sur la compréhension du sujet. Je suis convaincu que le professeur
Ndeye Absaba va revenir sur cela. Mais ce qui est à noter, c'est que par exemple pour le premier match, quand on demande de parler de femmes et développement, il faudrait tout simplement souligner du moins l'apport de la femme dans le développement au Sénégal, ce qui n'est pas vraiment ressorti du débat, et donc c'est à retravailler. Mais la compréhension de ce sujet passe nécessairement par la problématisation. Je parle des deux matchs. Il y a eu un sérieux problème de problématisation, c'est-à-dire de dégager une question centrale qui puisse permettre d'amener le sujet et conduire également les débats. Dans le premier match, nous avons vu que d'aucuns, dans la même équipe je veux dire, sont venus parler du rôle de la femme et d'autres sont venus maintenant parler de la contribution ensuite de la femme, mais également de son impact dans le développement. Donc vous conviendrez avec moi qu'il y a eu un problème de délimitation, du moins de problématisation. Il n'y a pas eu une seule question de recherche, il y a eu plusieurs questions centrales. Je ne reviendrai pas sur cela. Durant le deuxième match, nous avons vu que toutes les deux équipes ont oublié ce qui venait après les 2 points, enjeux et perspectives. Dans la première partie du débat, vous vous êtes rattrapé maintenant dans les 5 minutes qui sont généralement réservées à la riposte, et même sur la riposte également, je voudrais dire, il faudrait faire attention quand vous venez riposter à ce que vos contradicteurs, vos contempteurs ont avancé. Faites attention à ne pas déformer leurs propos. C'est capital. J'ai vu que des chiffres ont été avancés. L'une des équipes est venue déformer, du moins, des chiffres qui ont été avancés. Alors, par rapport à la gestion du timing, on en a parlé, on n'en parlera jamais assez. Puisque, lorsque nous avançons, il faudrait également vous enrichir des différentes observations qui sont formulées. On ne va pas toujours revenir sur les mêmes observations. Donc faites de votre mieux, en tout cas, pour corriger cela. Enfin, dans le premier match, j'ai également noté le manque, je dirais, excusez-moi le terme, criard de culture générale. Quand on demande de parler du rôle du médiateur, le médiateur, il ne participe pas à l'action, il ne participe pas à l'action gouvernementale en tant que telle. Il a une mission principale qui est bien définie, qui n'est autre que celle d'apaiser le climat social et de participer également à la promotion des droits du citoyen. J'ai vu que durant le premier match, les différents débatteurs ont eu à dire que si je suis médiateur, je travaillerai, je ferai ainsi de suite. Donc le médiateur, il ne participe pas en tant que tel à l'action, sinon tout simplement il veille à l'adéquation des missions de l'administration avec les aspirations des citoyens. Donc voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire. Sinon, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort fourni, il faudrait le souligner. Nous avons eu droit ce soir à 2 très beaux matchs, et le jury a eu du mal également à départager les différentes équipes. Je vous remercie et je demande encore au public de féliciter les différents débatteurs par les applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Autour de Madame Ndeye Absaba pour ses appréciations. Merci à tous. Je ne vais pas revenir sur ce que le professeur vient de dire. Je vais dans ce cas parler de la forme. D'en parlez-vous d'eux. Faites très attention à l'utilisation du passé simple. Le passé simple. Le passé simple implique la brièveté de l'action. Et vous parlez d'un individu qui a exercé des fonctions. Cela ne va pas de pair. Pour l'expression, poser la question de savoir. Poser, c'est la question de savoir. À savoir impliquerait une énumération. Si vous utilisez à savoir, on attend que vous énumériez des éléments. Maintenant, si vous voulez poser une question, elle est de savoir et non à savoir. C'est une expression qui pose problème de manière très récurrente. Alors faites attention à ça. J'espère que cela ne se répétera pas ici. Je vous remercie. Merci beaucoup,
Madame Ndeye Absaba. Très rapidement, moi j'ai 2 points que je voudrais aborder. D'abord, pour le premier, je voudrais demander aux débatteurs de faire attention à 2 niveaux. De faire attention à l'usage des citations, parce qu'une citation n'a de sens que si elle est utilisée pour étayer quelque chose dans le cadre de votre argumentaire. Mais si une citation est utilisée et qu'elle n'a rien à voir avec le sujet, a priori, ça peut être une très belle citation, mais dans un autre contexte. Donc, il ne faut pas utiliser une citation pour vouloir utiliser une citation. Et cela me permet d'enchaîner pour vous dire de faire attention aussi au public assis comme au public au niveau des fenêtres. Le public peut constituer un piège pour vous. Parce que ce n'est pas le public qui juge, c'est le jury qui juge. Et le jury est insensible à la réaction du public. Vous pouvez remporter la palme à l'applaudimétrie ou bien au populisme et ne pas remporter la victoire. Pourquoi? Parce que nous ne tenons pas compte à ce que vous renvoie comme réaction le public. Parce que parfois vous pouvez être tenté à suivre le public. Ceci étant dit, je voudrais pour terminer vous parler aussi de certaines défaillances par rapport au président Kéba Mbaye. Il me semble que, en tout cas, les étudiants aiment beaucoup plus regarder des vidéos que lire. Vous avez parlé du président Kéba Mbaye, c'est très bien. Nous nous sommes rendus compte que vous avez visionné son cours ou bien sa leçon inaugurale qu'il a eu à donner ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'UCAD 2, je pense une année avant sa mort, sur l'éthique. Et vous nous avez plus parlé de l'éthique. Nous, on vous a demandé de nous parler de Kéba Mbaye, non pas de l'éthique. Lui, il était invité à l'époque par le professeur Abdou Salam Sall, qui était recteur de l'université de Dakar, pour nous parler de l'éthique. Mais vous, on vous a invité à nous parler de Kéba Mbaye. Et vous ne pouvez pas, de mon point de vue, parler de Kéba Mbaye sans faire mention de son immense œuvre littéraire. Alors, je termine par là, pour le public, ceux qui sont tentés de connaître réellement le président Kéba Mbaye, qui il était, je vous renvoie à son livre qui, à mon avis, constitue son mémoire intitulé « Propos d'un juge », où vous trouvez l'ensemble presque de ses discours, y compris le discours où il disait « Les Sénégalais sont fatigués », un discours très célèbre quand le président Abdou Diouf prenait fonction. Alors, venons-en maintenant à la délibération. D'abord pour le match 1, qui a opposé ESEA, École supérieure d'économie appliquée, sur la route de Ouakam, qui est une école rattachée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis quelques années. L'ESEA fait partie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De même que UPA, Institut universitaire de pêche et d'aquaculture, qui est aussi un institut de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, pour la note de ce match, elle est de 12,20.
ESEA s'est retrouvé avec 13,8 et UPA s'est retrouvé avec 11,33. Comme meilleur débatteur, nous avons Madame ou Mademoiselle, c'est selon l'ENEMBOT de l'ESEA. S'agissant du deuxième match entre IAM, Institut africain de management, et la faculté des sciences et techniques, la note est de 12,12. IAM s'est retrouvé avec une note de 12,83 et la FST 11,41. Comme meilleur débatteur, nous avons Mohamed Malo. Merci. Merci bien, merci d'encourager le vainqueur. Aujourd'hui, merci beaucoup. Rendez-vous vendredi.